Enfin, l'un des mérites de toute cette affaire, c'est d'avoir relancé aussi le débat, comme le disait Patrick Baudry, sur la possibilité d'existence des extraterrestres. J'ai donc réuni des scientifiques qui réfléchissent et qui travaillent sur ces questions. Je vous les présente maintenant. Jean-Claude Ribes, qui est astronome, qui est président de la Société astronomique de France. Jacques Paul, qui est astrophysicien à Saclay. Pascal Pic, lui, qui est un spécialiste de l'évolution, paléo-anthropologue. Ils feront donc le point sur leurs recherches et répondront bien sûr à toutes les questions que vous vous posez à propos de l'existence des extraterrestres. Et puis, à Londres, l'homme par qui, j'allais dire, le scandale est arrivé, en tout cas l'homme par qui le film est arrivé, il s'appelle Ray Santilli, il est en direct de Londres. Ray, vous nous voyez, vous nous entendez bien? Yes, I can. Oui, oui, tout à fait, je vous entends. Alors, j'ai deux petites questions très rapides pour vous, tout de suite. Première question, pour vous, qui commercialisez ce film et qui l'avez trouvé, dites-vous, aux États-Unis, croyez-vous sincèrement que ce film est authentique? Sincèrement, oui, je crois que le film est authentique et je crois sincèrement que la personne qui me l'a vendu croit aussi que c'est sincèrement. Je n'ai pas de doute du tout. Est-ce que vous pensez que la créature est une créature extraterrestre? Là, je ne sais pas. Malheureusement, je n'y étais pas il y a 50 ans, presque, quand l'incident a eu lieu. Et tout ce que je peux faire, c'est de me fier aux experts qui ont vu le film. Je ne sais pas qui est cette créature. Est-ce un être humain avec un problème génétique ou un extraterrestre? Je n'en sais rien. Très bien, nous essaierons, nous, de notre côté, de répondre bien sûr à ces questions et nous aurons encore beaucoup de choses à vous demander au cours de cette émission. Tout de suite, premier volet de notre enquête. Qui était un des premiers à voir ces images. Qu'en pensez-vous, docteur? Ce document, il apparaît déjà d'emblée que les deux praticiens qui examinent ce corps ne semblent pas être des anatomopathologistes, des spécialistes des autopsies, mais par contre, je pense plus probablement des chirurgiens, probablement des chirurgiens militaires. Et quand vous m'avez montré ce document pour la première fois, d'emblée, au départ, bon, je ne crois pas aux extraterrestres et je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un corps de ce type et je pensais à une manipulation d'emblée. Et en fait, quand on regarde de très près ce corps, on s'aperçoit, comme là, qu'il y a 6 doigts, mais ça, on connaît les malformations humaines qui ont 6 doigts. Et ce n'est pas ces détails-là qui m'ont intrigué, ce sont d'autres éléments plus fins qui semble confirmer qu'on a affaire bel et bien à une véritable autopsie. Là, par exemple, vous avez une plaie très importante de la cuisse où on voit, et si on voulait faire un faux, il aurait fallu faire cette manipulation, on voit le fait de mobiliser un petit peu cette cuisse avec exactement la mobilisation que l'on a devant une véritable fracture osseuse, qui est très difficile à concevoir dans une fabrication artificielle en latex, etc. Donc pour vous, les gestes sont des gestes professionnels? Les gestes sont des gestes professionnels et un certain nombre de petits détails font qu'il faudrait vraiment être très vicieux pour vouloir fabriquer un corps artificiel en latex en mettant ces petits détails qui compliquent les choses. Du style, par exemple, il y avait des espèces de ce que nous appelons, nous, des lividités cadavériques, c'est-à-dire des épanchements de sang sur la partie basse du corps, que l'on ne voit qu'avec difficulté et que l'on voit effectivement sur les cadavres. D'autres petits détails comme l'ouverture du crâne où on voyait le décollement des méninges. Alors ça nous verrons plus tard, ça nous verrons plus tard. Là on s'en cantonne, disons, à l'examen externe clinique. Alors Jean-Pierre Santoro, j'ai rappelé que vous êtes médecin légiste et que vous avez autopsié plus de 5000 corps. Votre sentiment comme ça sur cette partie du film? Mais mon sentiment sera quand même beaucoup plus nuancé que mon confrère Dr Brown, en ce sens que c'est possible que ce soit des professionnels qui font cette autopsie, mais en tout cas, ce ne sont pas des médecins légistes, parce que s'attachant à l'atmosphère de l'autopsie elle-même, la table n'est pas une table d'autopsie. Il n'y a pas d'écoulement d'eau, il n'y a pas d'arrivée d'eau, et on sent que les trous qui ont été forés ont été faits à la hâte. La table n'a pas été relevée, comme on voit dans une autopsie habituelle. Alors on va peut-être, je vais vous proposer de poursuivre votre propos en regardant tout de suite des images. C'est un montage que nous avons réalisé de certains moments de cette autopsie, et donc je vous propose de commenter ces images. Voilà, effectivement, on voit que le chirurgien, pour ça comme ça, enfin le dissecteur en tout cas, est en train d'ouvrir l'abdomen de la créature, l'humanoïde,
qui est une créature qui est apparemment de sexe féminin et qui, d'après ce que j'ai cru voir, n'a pas de nombril, ce qui est déjà assez étonnant. Alors, on voit ces taches un petit peu sur le corps qui pourraient être évidemment interprétées comme des marques traumatiques, mais que je pense, moi, être plus simplement des taches dues à la putréfaction. Et je m'en expliquerai tout à l'heure aussi pourquoi. Alors là, on voit quelques autres moments d'ablation d'organes. D'organes qui sont tout à fait méconnaissables, je dois dire. On ne voit pas très bien ce que c'est ça. Donc là, vous, en tant que spécialiste, vous ne pouvez pas arriver à... Je ne vois pas du tout ce que c'est, là. À voir ce que c'est. Alors on voit que là, nous avons ralenti volontairement les images. On voit en tout cas que les organes se tiennent à l'intérieur du corps. Ils n'ont pas été jetés, comme on l'a dit, un peu n'importe comment. Donc si c'est une supercherie, elle est très bien faite. Elle est fine, oui. Elle est très fine. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter d'autre sur le corps? Sur le corps, on le voit justement à ce moment-là. Je m'étonne d'ailleurs que cette tête ne soit pas si facilement mobilisable que ça. Alors qu'on a mobilisé la jambe et les mains, par exemple, le cou est parfaitement rigide. Les gestes des techniciens qui font l'autopsie ne sont pas des gestes de médecin légiste, je le dis, tant dans le maniement de bistouri que surtout dans le maniement de la scie. C'est pas comme ça qu'on manie une scie en médecine légale. Et puis je ne vois pas pourquoi les chirurgiens se protègent, éventuellement parce qu'il pourrait s'agir d'un être infecté et qu'ils prélèvent alors absolument des organes comme ils les ont prélevés en les mettant un peu n'importe où. Alors que là aussi, ça pourrait être une source de renseignement de mettre ces organes, de les prélever correctement. Là, on est en train de retirer le cerveau, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique de cette façon? L'ablation du cerveau se pratique de cette façon et ce cerveau que l'on va voir, qu'on est en train de voir actuellement, me renforce un petit peu sur l'idée que je me faisais que c'est un être qui était un peu putréfié. Parce qu'on va voir ce cerveau un petit peu s'avachir dans une coupelle. Et ce n'est pas ce qu'on voit d'habitude dans une autopsie d'un cadavre qui a été conservé. Voilà, on voit cette masse cérébrale qu'on peut interpréter comme une masse cérébrale, effectivement, mais une photo en noir et blanc, on ne voit pas très bien. Alors évidemment, il est très difficile, moi, je vous pose des questions difficiles bien sûr, mais est-ce que j'interprète bien votre pensée à tous les deux? Vous voyez plutôt un corps qu'une poupée, ou est-ce que vous vous dites quand même, il me faudrait d'autres éléments? Alors j'aurais besoin d'autres éléments. Effectivement, c'est très suggestif. Mais il faudrait d'autres éléments pour le voir, quand même. Docteur Braun, encore un mot? Oui, tout à fait. Je pense aussi qu'il serait très difficile de concevoir une poupée artificielle en latex, etc., de ce type, et que les images sont tellement mauvaises, et surtout, ce sont les plans qui sont séparés, on ne voit pas d'éléments passant d'un temps opératoire à un autre, et c'est ça qui nous pose. Et c'est ça qui complique évidemment les choses. J'ajoute aussi que beaucoup, enfin vous tous et d'autres médecins qui nous ont demandé de ne pas dire leur nom ce soir, mais qui ont regardé ces images aussi, et que vous connaissez d'ailleurs l'un et l'autre, ont beaucoup insisté en disant c'est quand même dommage que quand on aurait envie que les images soient claires, elles sont floues, et là on est obligé d'arrêter. Alors, il y a aussi un élément que je voudrais montrer aux spectateurs, je ne vais même pas vous demander de le commenter parce que c'est une énigme, c'est une des phases de cette autopsie. Regardez, il s'agit de la tête de la créature, et le chirurgien va s'approcher et voilà, retirer une sorte de lentille. Alors est-ce une paupière? Apparemment, il n'y a pas de geste pour couper cet organe, si c'en est un. On a émis l'hypothèse que ça pouvait être peut-être une lentille, mais là, nous ne pouvons vraiment, c'est vraiment une énigme, et on ne peut rien en dire de plus. Alors maintenant, près de vous, Josiane Pujol a également travaillé donc, sur ce document. Nous vous avons fourni des photos, vous les avez mis en informatique parce que ça permet de nettoyer, disons, les contours de la créature. Ça permet de mieux voir peut-être ce qu'on ne verrait pas parce que notre attention serait distraite. Alors on va regarder ce montage. D'abord, il s'agit de la superposition d'un crâne humain sur la face de cette créature, et Josiane Pujol va nous expliquer les éléments qu'elle en a retirés. Donc vous avez superposé sur votre ordinateur, voilà, un crâne, on le voit. Voilà, il s'agit d'un crâne humain standard, tout à fait banal, adulte, qui a été superposé donc à une vue de profil de la créature isolée. Bon, il s'avère que ce crâne est superposable pratiquement totalement dans sa partie faciale, y compris la position du conduit auditif externe qui est très nette. Au départ, nous avions tous l'impression que l'oreille était implantée très basse, mais en fait, c'est parce que la partie supérieure et postérieure du crâne sont hyper développées, et ça donne en fait une impression d'implantation très basse de l'oreille. En fait, il n'en est rien. Donc c'est soit un vrai crâne, soit, si c'est un faux crâne, il a été fait dans les règles de l'art. Il a été fait dans les règles de l'art, tout à fait. Il se superpose dans la partie inférieure, totalement un crâne humain. Alors il y a un élément, je crois, que vous n'arrivez pas à expliquer du tout, c'est la forme de l'oreille. La forme de l'oreille est
Elle ressemble quand même bien à une oreille humaine, mais enfin, elle est pointue en particulier. Et vous n'avez pas elle vu n'a beaucoup quand même comme pas ça, une quoi. anatomie Ouais. tout à fait humaine. Alors on va voir maintenant un autre travail que vous avez réalisé toujours sur la base de photos informatiques. Regardez, là cette fois-ci c'est pour nous donner l'impression, c'est un trucage bien entendu, donc informatique, qui va nous permettre de voir cet être de face. Voilà, la tête va se tourner et on va presque pouvoir en tout cas avoir une idée de... Non, ça je crois qu'on a arrêté un peu tôt quand même, parce qu'il y avait derrière justement ce que je m'apprêtais à décrire à la fin de ce document, je pense. Si, de toute façon, Rémi Gramac le retrouvera peut-être tout à l'heure et il me prévient le plus vite possible, on ne peut pas en parler puisqu'on ne l'a pas vu. Très bien. Alors à côté de vous, Martin Monestier, on peut se demander donc si ce corps est un corps et non pas une poupée de latex, mais on se posera cette question tout à l'heure, des effets spéciaux de cinéma. Vous avez publié un livre sur les monstres, on va voir quelques illustrations, on va voir quelques monstres humains que nous avons trouvés dans le livre sur les monstres que vous aviez publié. Quel est votre sentiment et qu'est-ce que avez-vous vu déjà un être humain de ce type? Oui, et je comprends pourquoi le producteur anglais peut jurer sur les saints évangiles que son film est vrai. Je pense, moi, que son film est vrai. Et quand il dit ne pas pouvoir jurer, par contre, que c'est un extraterrestre, mon explication est la suivante. Il s'agit, à mon avis, d'un film qui date de l'époque pour laquelle il est donné, 1947, et qui montre une véritable autopsie d'un phénomène humain. Et il faut savoir qu'en Europe, comme aux États-Unis, il n'y avait pas une ville de plus de 10 000 habitants qui n'avait pas sa baraque de phénomènes. Et que le phénomène qu'on voit sur la table d'opération n'est pas un hydrocéphale, comme j'ai lu quelque part, mais un macrocéphale, qui était le phénomène de base, c'est-à-dire la petite attraction des petites baraques foraines. Donc pour vous, c'est tout à fait compatible avec un monstre humain qu'on aurait trouvé oui, quelque absolument. part. Et j'ai vu des films d'autopsie de monstres, puisque avec la naissance de l'information du cinéma, il existe beaucoup de films d'autopsie de monstres. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les scientifiques de très très haut niveau achetaient les phénomènes, on va dire, sur pied, pour pouvoir les disséquer devant la presse et pour pouvoir en vendre les conclusions illustrées. Donc, si vous voulez, des films de cette nature, il en existe beaucoup. Et on a à Paris... En tout cas, c'est le premier que je vois. Bon. Oui. Alors, si vous pouvez m'en fournir un pour le mois prochain, je suis Écoutez, il preneur, en existe d'accord. un très célèbre à Paris. C'est la séparation de Radhika Doudika, qui sont les deux plus célèbres siamois de l'histoire. C'est un professeur français qui les a séparés devant la presse internationale, par exemple. Bon, alors les siamois n'étonnent plus personne, sauf quand c'est un siamois comme celui qui passe à l'écran en ce moment, Tochi, mort en 1947. Voilà, celui-là, on l'aurait mis sur une table, il avait l'air d'un extraterrestre. D'accord. Merci de votre réponse. Tout de suite, je disais qu'on allait aborder le cas du monstre de cinéma. On ne peut pas ne pas se poser la question de savoir si justement on n'a pas fabriqué donc cette créature dans un studio de cinéma. Et avant de vous faire entendre le pape vraiment des effets spéciaux, puisqu'il s'agit de Stan Winston qui se trouve à Hollywood, qui a fait Jurassic Park, qui a fait Alien, qui a fait Terminator, je vous propose d'entrer non pas dans son laboratoire mais dans son atelier. Vous allez voir comment on fabrique des monstres de cinéma. Regardez.